Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve ici à Queenstown. Et ce paysage que je dirais plutôt très sympa ici de la ville. Donc je voulais profiter justement de quelques temps de répit pour faire cette petite vidéo pour partager avec vous mes conseils à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui sont parents, qui sont pères de famille, qui sont également mamans, hein, c'est aussi valable pour les mamans. Et vous partagez en fait 6 familles de conseils qui vont vous aider à y voir plus clair et peut-être aussi à passer à l'action s'il y a des choses qui vous bloquent. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est pour gagner du temps, puisque quand on devient parent, surtout quand on a des enfants bas âge, une chose qui devient rare, c'est le temps. Parce qu'il faut s'occuper des bébés, il faut s'occuper des enfants, plus à côté le boulot et tout ce qui va avec à gérer. Ça devient vite très compliqué de pouvoir trouver du temps pour aller faire des visites de biens, pour tout simplement investir, mener à bien toutes les étapes. Donc la première chose, c'est d'être organisé. Il va falloir être très très organisé et planifier au maximum tout ce que vous pouvez planifier pour mener à bien votre investissement. Alors le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'appeler avant de visiter. Essayez de demander un maximum d'informations par téléphone avant d'aller visiter. Ça semble aller de soi, mais vous gagnerez beaucoup de temps en fait en évitant d'aller visiter les biens qui justement déjà ne correspondent pas à vos critères de recherche. Donc mettez une checklist en place et posez toutes vos questions déjà par téléphone, soit au propriétaire, soit à l'agent. Et ça vous évitera justement de visiter des biens qui ne correspondent pas exactement à vos critères et de sélectionner vraiment ceux qui collent vraiment parfaitement à votre recherche. Après, il y a tout ce qui est recherche de financement par rapport à la banque, au crédit bancaire. C'est quelque chose qui peut prendre vraiment beaucoup de temps si vous commencez à le faire par vous-même, à aller démarcher plusieurs banques, etc. Et là, un truc qui est vraiment intéressant, c'est pour gagner du temps, pour gagner ce temps-là, c'est tout simplement de faire appel à un courtier, voire même plusieurs, qui va s'occuper de rechercher le financement à votre place. Si vous n'avez vraiment pas du tout le temps d'aller faire des visites, la solution qui se propose à vous, c'est tout simplement de contacter un chasseur de biens. Un chasseur de biens va, en fonction de vos critères, trouver des biens qui vous correspondent et il va vous les proposer directement, il va faire les visites à votre place et effectivement là vous gagnerez beaucoup de temps. Et enfin, pour tout ce qui est gestion des travaux, et là croyez-moi, c'est là je vous parle de ma propre expérience. Quand on a des travaux, on est forcément sollicité pour aller surveiller le chantier, pour coordonner aussi si vous faites appel à différents corps d'artisans. Et une idée en fait qui est intéressante, je trouve, c'est de faire appel à une société tout corps d'État. Une société tout corps d'État, au départ, moi ça m'effrayait un peu parce que je m'étais dit tiens, ils font de tout et donc ce qui voudrait peut-être dire aussi tout et n'importe quoi. Mais j'ai bien analysé, j'ai trouvé aussi des sociétés tout corps d'État qui étaient très sérieuses, qui travaillent avec des professionnels, électriciens, plombiers, plaquistes, vraiment tout corps d'État, et qui faisaient du travail vraiment pas mal. Donc l'avantage d'une entreprise tout corps d'État, c'est que vous, ça vous libère du fait d'aller chercher un électricien, après d'aller chercher un plombier, de les mettre en lien, de les coordonner au niveau des plannings, parce que ce sont des gens qui ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc l'avantage de cette société tout corps d'État, c'est qu'elle coordonne tout de A à Z. Vous voyez un responsable et c'est lui qui gère tous les travaux. Et je dirais que vous avez juste à venir de temps en temps pour vérifier bien entendu, mais vous n'êtes pas là à passer tout votre temps justement à coordonner tout ça. Alors deuxième chose, c'est que quand vous allez investir en tant que parent, souvent ça change complètement votre appétence au risque. L'appétence au risque, c'est quoi ? C'est comment vous allez vous comporter par rapport au risque qui est à prendre dans un investissement. Alors, dans un investissement, il y a toujours un risque. Et par exemple, imaginons vous êtes célibataire et vous dites tiens, je vais acheter un immeuble de 4 appartements et vous ne maîtrisez pas forcément tout, il y a quand même pas mal d'incertitudes dans cet investissement et vous pouvez vous dire, pire des cas, je mangerai des pâtes pendant 6 mois et au final, peu importe ce qui peut arriver, vous pouvez vous dire je vais toujours pouvoir m'en sortir. Après, si vous avez des enfants, une famille à gérer, des responsabilités derrière, c'est pas du tout la même chose. Clairement, vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière quand vous êtes papa ou maman. Donc, ce qui va se passer, c'est que globalement, vous allez augmenter le niveau de sécurité de votre investissement. Qui dit augmenter le niveau de sécurité dit
diminuer l'incertitude. Puisque quand il y a un risque, il y a une incertitude, il y a des choses qui font que vous ne savez pas comment ça va se passer et il y a des potentiels risques que il y a des travaux qui sont insoupçonnés, peut-être que vous prenez un risque parce que vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous travaillez. Donc il va falloir réduire ces incertitudes. Et comment on réduit ces incertitudes ? Tout simplement en ayant une très très bonne connaissance de toutes les facettes de votre investissement. Vous devez vraiment très bien maîtriser le marché de l'immobilier dans votre ville ou dans votre région. Vous devez très bien connaître la ville ou le quartier où vous investissez pour justement éviter d'avoir des mauvaises surprises. Une chose également très importante, c'est que vous devez bien connaître les gens avec qui vous travaillez, que ce soit des artisans, que ce soit un courtier, pour éviter en fait, encore une fois, les mauvaises surprises et éviter de tomber sur des gens qui vous font faux bond, qui vous font prendre du retard, qui vont pas forcément avoir la qualité de prestation que vous souhaitez et donc qui risquent de vous mettre en difficulté si ça se passe pas bien. Donc comment fait-on pour se renseigner sur des gens, vos futurs partenaires d'investissement ? Il faut vraiment, je pense, se renseigner, notamment en faisant appel au bouche à oreille et aller vérifier. Souvent, ces personnes-là ont déjà des clients, essayer de contacter leurs clients, essayer d'avoir des infos pour voir comment ça s'est passé avec eux pour vous donner des feedbacks qui puissent vous apporter un niveau de sécurité plus important. Une autre chose qui change beaucoup quand on investit en tant que parent, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui se fait entre tout ce qui est cash flow d'un côté, rentabilité et patrimoine, je dirais, qualité du patrimoine. Et si parfois on est tenté justement d'aller chercher des cash flows importants et une rentabilité importante, parfois, alors je dis parfois, ça peut être au détriment de l'aspect patrimonial. Moi je suis convaincu qu'on peut faire les deux en même temps, mais n'empêche que, par exemple, si on prend le cas des travaux, imaginons que vous faites une rénovation et que vous mettez des matériaux. Si vous choisissez les matériaux moins chers, donc moins bonne qualité pour avoir une meilleure rentabilité au niveau de votre investissement parce que ça va vous coûter moins cher, forcément la qualité au niveau patrimoine de l'investissement risque de baisser un peu. Donc c'est vrai que quand on a cette logique patrimoniale, puisque derrière on va peut-être constituer un patrimoine familial, des biens qu'on va transmettre à ses enfants, on va peut-être être amené justement à sélectionner des biens qui ont une valeur patrimoniale supérieure et donc peut-être avoir des cash flows, une rentabilité peut-être un peu moins importante. Donc ce qui découle de ça, c'est quand on investit en tant que parent, la quatrième chose que je voulais vous partager, c'est qu'il y a la petite case transmission, succession qui apparaît. Des choses auxquelles on ne pense pas justement quand on n'a pas encore eu d'enfants. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est qu'on peut transmettre des biens de son vivant. Et la deuxième chose, c'est qu'on va forcément les transmettre à sa succession, à ses héritiers, que ce soit à ses enfants ou à sa partenaire, si vous êtes marié ou pacsé. Donc effectivement, vous n'allez pas investir de la même façon si vous avez un patrimoine à transmettre que si c'était juste entre guillemets pour vous ou si vous n'aviez pas encore pris en compte cet aspect-là. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on va être également beaucoup plus dans une logique d'accumulation de biens de qualité plutôt que peut-être dans une logique d'achat-revente. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que si on se met dans la démarche de se dire ok, j'essaie d'accumuler un patrimoine pour créer un patrimoine pour la famille et le transmettre à mes héritiers de génération en génération, on va plutôt être dans une logique justement d'accumulation, de constitution de patrimoine plutôt que justement d'avoir du cash flow immédiat pour le consommer et justement sans rien bâtir derrière. Après, vous me direz peut-être qu'est-ce que la qualité dans un investissement ? Alors, la qualité, c'est vrai que c'est quelque chose de très subjectif. Pour moi, la qualité, il y a, on pourrait dire, trois grands volets de qualité. Tout ce qui est le numéro 1, c'est l'emplacement. Si c'est un bien qui est bien placé par rapport au transport, par rapport au commerce, qu'il est bien desservi. Donc niveau emplacement pour que le bien soit derrière facilement loué. Après, il y a la gestion de l'immeuble. Est-ce que c'est un immeuble qui est bien géré ? Est-ce que c'est une copropriété qui est bien entretenue ? C'est un immeuble qui est joli à regarder extérieurement et qui est bien entretenu à l'intérieur, qui fait qu'il y a une certaine valeur patrimoniale
qui s'en dégage. Le troisième critère de qualité, peut-être que vous allez être amené à rechercher l'aspect un peu, je dirais, standing. Standing, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ce bien de plus en qualité par rapport aux autres. Ça peut être par exemple une belle vue, une vue dégagée. Ça peut être voilà, des surfaces intéressantes. Tout ça parce qu'on a envie en fait au final de pouvoir transmettre un patrimoine de qualité à ses enfants. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est ça concernait la recherche de financement. Parce qu'avoir des enfants, ça peut avoir des inconvénients comme des avantages. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que si vous avez des enfants à charge, quand vous allez voir le banquier, il va prendre en compte ça. Et qui enfant à charge justement dit aussi que en principe votre reste à vivre quand il va calculer votre capacité d'emprunt doit être un peu plus importante que si vous étiez tout seul. Donc finalement avoir des enfants ça risque de réduire votre capacité d'emprunt. Donc ça c'est l'inconvénient. Après il y a aussi un avantage et moi j'ai utilisé cette technique que je vais vous présenter maintenant quasiment à chaque fois, à chaque demande de crédit. Alors cet avantage c'est quoi? C'est que avoir des enfants vous permettra plus facilement d'emprunter sans apport. Moi ma stratégie c'était à chaque fois de tout emprunter. Le prix du bien, le frais de notaire et les travaux. Et comment je m'y prenais? Alors c'est simple, première étape quand on va voir la banque, c'est d'avoir un dossier qui a été bien préparé. Un dossier qui a été bien préparé, c'est aussi avoir mis un peu d'épargne de côté, pas pour s'en servir en tant qu'apport, mais pour simplement dire au banquier, voilà, pour lui montrer que vous savez épargner, vous êtes un bon élève, et ça le rassure sur votre capacité à pouvoir rembourser un crédit. Si vous arrivez à mettre de côté un peu tous les mois, un virement automatique, un classique, même si c'est pas très important, l'important c'est d'avoir ce virement automatique qui fait que vous avez accumulé une petite épargne de côté. Et donc la stratégie c'est quoi? C'est simplement de dire voilà monsieur le banquier, j'ai ça de côté, j'ai mon épargne, par contre je ne souhaite pas le mettre en tant qu'apport, je souhaite tout emprunter parce que vous comprenez, j'ai des enfants à charge et on ne sait jamais en cas de coup dur, je préfère avoir toujours un peu d'épargne de côté. Il y a un double effet qui se coule, je dirais, pour le banquier. Il y a d'une part, vous paraissez, première chose, comme un papa qui est précautionneux, qui assure ses arrières, donc c'est un côté rassurant pour le banquier. Et deuxième chose, vous activez, je dirais, le côté émotionnel du banquier, qui peut-être lui aussi va être certainement très touché par le fait que vous ayez des enfants et que vous ayez envie de prendre soin d'eux et justement d'être précautionneux avec ça. Et donc il risque d'être touché, et donc qui dit émotionnellement touché, dit aussi être plus enclin à vous, à aller dans votre sens et à vous accorder justement un crédit sans apport. Je peux vous dire que moi j'ai à plusieurs reprises utilisé cette technique justement de parler des enfants pour obtenir un crédit sans apport, et souvent le banquier il change vraiment complètement d'attitude, il vous voit plus comme un simple client, il vous voit aussi comme un papa ou comme une maman, et c'est comme si il changeait de comportement, et c'est comme si tout d'un coup il essayait de tout faire pour vous aider et pour essayer de vous mettre les meilleures conditions possibles. Et ça c'est vraiment le côté justement émotionnel que vous touchez. Si vous arrivez à connecter de façon émotionnelle avec le banquier, mais ça marche aussi si vous souhaitez négocier le prix d'un bien avec un agent ou avec un proprio. Ça marche dès lors qu'on doit justement négocier quelque chose. Essayez de connecter avec cet aspect émotionnel. Donc voilà, si vous aussi vous êtes parent, vous êtes papa, vous êtes maman et vous souhaitez investir dans l'immobilier pour préparer votre retraite, et vous souhaitez constituer un patrimoine familial que vous pourrez par la suite transmettre à vos enfants, mais peut-être que tout cela vous semble un peu complexe, et peut-être que ça suscite aussi en vous certaines peurs, et c'est tout à fait normal, surtout quand on n'a jamais investi. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de télécharger le guide qui sera mis en lien de cette vidéo, qui va vous indiquer les 10 étapes à suivre pour réaliser votre premier investissement immobilier de façon rentable et sereine. Et sachez également que je vous propose, si vous avez envie de discuter de vos projets avec moi, une session de coaching. Il suffit pour cela de suivre le lien qui est affiché en note de cette vidéo. Il y a un petit formulaire à remplir. Vous le remplissez, je vais recevoir un mail de votre part et après je pourrai vous proposer un petit créneau. C'est avec grand plaisir si je peux vous aider à investir dans l'immobilier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez un petit pouce pour que la vidéo puisse être
trouvés également par d'autres parents investisseurs comme vous. Quant à moi, je vais vous laisser et je vais faire un petit tour de luge. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!